caméra pour ne voir que les panélistes. Merci à tous et à toutes et bonne session. Voilà, à toi Romain. Bonjour à tous, merci Mireille, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais d'abord commencer par repartir du titre. Les donateurs et les OSC, liaison dangereuse. Pourquoi ce titre un petit peu provocateur en dehors du fait qu'il est susceptible d'attirer un peu de monde? Parce que c'est pas une évidence cette relation n'est pas une évidence. Des deux points de vue. D'une part, les OSC ont des relations qui peuvent être compliquées avec les donateurs. Quel donateur et pourquoi se mettre en position de toujours un petit peu de subordination quand on demande de l'argent, c'est pas facile. Et donc, ça soulève un certain nombre de défis. De l'autre côté, les donateurs n'ont pas d'obligation de donner de l'argent aux OSC, donc ils doivent se poser la question de pourquoi ils le font, avec quels objectifs, quelles difficultés, etc. Donc, je voulais juste souligner nous voulions souligner le fait que ce n'était pas une relation si évidente que ça et qui n'était pas sans défi. Quatre panélistes pour en discuter et qui en discutent en tant que praticiens, donc pas en tant que représentants de leurs organisations. Ils vont néanmoins évidemment dire d'où ils parlent, qu'est-ce qu'ils font. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de savoir, en fait, en tant que praticiens, quelle est leur expérience sur cette relation entre donateurs et OSC. Trois questions d'abord qu'ils vont aborder au cours des 30 prochaines minutes, 40 prochaines minutes, et puis ensuite des questions et des réponses du public de cette conférence, donc par le chat et ou directement en vidéo. Donc, on va fonctionner par tour de table, c'est-à-dire que c'est une table ronde. À chaque fois qu'une question sera abordée par chacun des quatre ou chacune des quatre. Et la première question que je vais donc leur poser, c'est celle de savoir pourquoi finalement est-il nécessaire, important, stratégiquement, pour les donateurs de financer les OSC. Et comme je disais, ce n'est pas naturel et une évidence. Il peut y avoir des arguments qui d'ailleurs plaident contre un financement important des OSC. Je vais être un petit peu provocateur. Est-ce que les OSC sont déterminantes dans les questions de développement? Et dans ce cas-là, si elles ne sont pas des acteurs déterminants, qu'il y a d'autres acteurs plus importants, alors pourquoi les financer? Ou est-ce qu'il n'y a pas des effets toxiques ou néfastes du financement? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas reposer la question de ce financement? C'était juste pour aborder la question. Je propose de commencer. Alors, le tour de table se fera dans des sens différents. Je propose de commencer par Sophie, puis Sylvanie, puis Nicolas, puis Simon, et puis après, on fera peut-être dans un autre sens. Voilà, Sophie, excusez-moi, Sophie. Ok, merci Romain. Bon, bah, je vais juste me présenter rapidement. Donc, je suis Sophie Grange-Chanfray et je travaille pour une petite fondation qui s'appelle Synchronicity Earth qui est basée à Londres. Et en fait, dans cette fondation, nous avons plusieurs programmes et moi, je dirige le programme sur le bassin du Congo, d'où ma présence aujourd'hui. Je vais dire qu'on a plutôt le chapeau donateur, en fait. Et donc, je voudrais parler de mon expérience vraiment par rapport aux approches de financement des OSC. Alors, est-ce que je pense qu'il est important de financer les OSC en Afrique? Bien sûr. En fait, c'est un peu l'approche qu'on a. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des gens qui ont la connaissance. Nous on travaille surtout avec des gens qui travaillent dans la conservation et on essaye de travailler avec des gens qui travaillent sur des écosystèmes ou des espèces menacées, mais qui sont souvent oubliés ou sous-financés. Donc, ils reçoivent très peu de financement en général. Et les OSC, qui sont des toutes petites organisations, en général, parfois, elles ne peuvent pas absorber des gros financements. Donc, l'approche qu'on utilise, elle est en plusieurs étapes parce qu'on dépend aussi, nous, de donateurs. Donc déjà, on établit des relations de confiance, que ce soit au niveau des donateurs ou au niveau de nos partenaires. On qualifie les OSC que nous supportons comme des partenaires parce que c'est vraiment comme ça qu'on envisage la relation. Et donc, à ce niveau-là,
ce qui est très important, c'est qu'avoir une relation de confiance avec les donateurs nous permet d'avoir beaucoup de flexibilité au niveau des financements. Si je prends l'exemple du programme que nous avons au bassin du Congo, en fait, on a un fonds commun avec 4 donateurs qui donnent sur ce fonds commun. C'est-à-dire qu'à partir de ça, nous pouvons redistribuer des subventions avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, un petit peu comme nous voulons. Et en fait, notre approche serait vraiment d'identifier avec le partenaire leurs besoins. Donc on construit là aussi une relation de confiance, on identifie le partenaire, on discute beaucoup, il y a beaucoup d'échanges et les besoins peuvent être juste, payer des salaires, hein, pour permettre à l'organisation de tourner et donc c'est très important. Après les besoins peuvent être aussi des développement des compétences ou des choses comme ça. Donc une fois que tout ça est vraiment identifié, nous, la priorité numéro 1, c'est soutenir les initiatives développées par le partenaire. On ne leur impose pas de travailler sur tel ou tel aspect, c'est eux qui savent. Donc nous les soutenons là-dedans, donc c'est vraiment une approche et on les guide et si ils ont besoin d'une certaine expertise. L'autre aspect qu'on développe beaucoup, on travaille beaucoup en collaboration, donc on peut les mettre en contact avec des personnes qui peuvent les aider. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, souvent ces OSC n'ont pas forcément la capacité d'absorber des très gros financements. Sophie, si je peux me Oui, permettre, ouais. on est en train déjà Ah de pardon, s'éloigner un petit on peu de la s'éloigne. question D'accord. initiale qui était vraiment de pourquoi financer les OSC. Là, on est déjà Ok. dans le comment, etc. Ok. Sylvanie, ton point de vue, pareil, de praticienne, pas nécessairement la stratégie de l'Union européenne sur le financement des OSC, etc., mais plutôt toi, en tant que praticienne avec un certain nombre d'années d'expérience dans plusieurs régions, qu'est-ce qui justifie, selon toi, qu'il est nécessaire, il est utile, efficace de financer les OSC? Alors, il faut que tu coupes le micro. Ah, voilà, tu remets le micro. C'est bon, ça Voilà. y est. Bah, je rejoins Sophie. Effectivement, pour nous, et pour moi, travailler et financer une OSC, c'est se rapprocher des personnes de terrain qui ont la connaissance, qui ont cette expérience de terrain que nous, à notre niveau de bailleur ou quand on négocie des projets, on est très éloigné. Donc, moi, j'aime bien me rapprocher, que ce soit pour bien comprendre le contexte, comme pour après voir comment les avoir avec nous dans une approche et jusqu'à un financement. Après, c'est vrai que sur la question qui est posée, heu, on se retrouve, il y a ce rôle entre bailleurs et ONG et dans ce rôle, augmenter ou pas le financement? Est-ce qu'on n'est pas dans une question de relations, caritatives, de main tendue? Et donc là, j'aimerais plutôt qu'on parle justement de connaissances et d'expertise et pas de financement, heu bon après justement sur les questions sur le comment et cetera, mais vraiment au niveau oui, centré sur l'expertise et les connaissances et sur les plaidoyers qui sont poussés par les partenaires, par les ONG. Donc moi, je le situe plus à ce niveau-là. D'accord. Merci, Sylvanie. Nicolas, Oui. pareil, pas nécessairement pourquoi l'UICN ou le PPI, ou etc. le fait, mais pourquoi tu penses que c'est nécessaire de le faire? Alors moi, ce que je pense, c'est que dans le domaine de l'environnement, le constat qu'on fait, nous, les bailleurs de fonds, de manière générale, c'est qu'on a du mal à soutenir les conditions nécessaires pour limiter la dégradation de l'environnement et enrayer la perte de biodiversité. Et donc, ce constat d'échec, on le fait notamment en regardant l'inefficacité des politiques publiques qui sont menées par les États depuis des dizaines d'années maintenant en matière de protection de la nature. Et là, je parle plutôt, pour ma part en tout cas, des contextes plutôt Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, que je maîtrise un peu mieux. Et donc, l'hypothèse, quelque part, qu'on fait, nous, bailleurs de fonds, c'est de dire finalement que si l'État n'est pas en capacité de gérer durablement ses ressources naturelles, il faut bien que l'on s'appuie sur d'autres acteurs qui sont issus de la société civile et, si possible, de la société civile locale. Et donc, pour ça, il nous faut des interlocuteurs à qui parler et donc des organisations de la société civile. Finalement, l'idéologie qu'il y a derrière, c'est parfois les raccourcis aussi qu'on peut prendre assez souvent,
c'est d'imaginer que parce que les organisations sont issues de la société civile, elles seraient d'une part représentatives des citoyens et de leurs intérêts, ce qui peut évidemment être le cas, mais ce qui peut aussi ne pas être le cas, si tant est qu'on puisse imaginer d'ailleurs qu'une société civile comme une entité unique, consensuelle, on voit bien que la réalité, c'est généralement plus complexe. Et donc, ce qu'on oublie, c'est que les OSC, elles sont composées de personnes qui ont elles-mêmes des intérêts particuliers et des aspirations politiques. Et quand je parle d'aspirations politiques, je ne dis pas qu'elles souhaitent forcément prendre le pouvoir, mais qu'elles font nécessairement partie du jeu d'acteurs politiques dans un territoire. Et donc cela, pour faire tomber un peu l'idée selon laquelle une OSC serait de manière un peu naturelle la meilleure solution, en tout cas meilleure qu'un service de l'État qui serait défaillant ou qu'une société privée qui chercherait uniquement à maximiser son profit. La deuxième idée reçue aussi au sujet des OSC locales, je pense, c'est de dire que justement elles sont légitimes, ou en tout cas plus légitimes que les OSC internationales ou parfois les grosses OSC nationales, car elles sont ancrées dans des territoires dans lesquels elles interviennent. Elles seraient donc a priori plus à même d'agir concrètement sur le terrain, de produire des solutions plus durables, puisqu'elles sont elles-mêmes issues de ces territoires. Or, on voit bien qu'il ne suffit pas forcément d'appartenir à un territoire pour vouloir le protéger. J'avoue moi-même utiliser de temps en temps cette fameuse langue de bois conservationniste qui est chère à Romain, notamment pour mobiliser des fonds. Pour autant, ce n'est pas parce que des contre-exemples existent que ce n'est pas vrai. Pour le dire clairement, on peut tout à fait avoir affaire à des OSC locales qui sont issues des territoires et qui veulent les conserver ou améliorer la gestion. Donc c'est là où se situe un peu toute la difficulté pour nous, bailleurs de fonds, c'est justement d'arriver à identifier les personnes, souvent plus que les organisations d'ailleurs, qui sont en capacité de porter un changement vis-à-vis d'un problème d'environnement clairement défini. Donc pour ça, on a généralement besoin d'une analyse un peu approfondie des problèmes qui sont liés à la gestion environnementale. Cette analyse, elle est rarement faite, ou alors à minima, et donc ne permet pas souvent d'identifier clairement si les solutions proposées par les OSC, qui sont bien souvent des solutions techniques ou financières, vont permettre de résoudre des problèmes. Donc, ce que l'on oublie trop souvent, c'est notamment la dimension politique, voilà, des actions qui sont menées par les OSC. Super. Bon, alors, tu as déjà répondu à la première question et déjà abordé en partie la deuxième, qui sont en effet les défis et les difficultés, risques encourus. Simon, même première question, et donc peut-être tu pourras également commencer à déraper sur la deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie selon toi qu'il soit utile de financer les OSC, mais ensuite, quels sont éventuellement les risques ou les difficultés que ça soulève? Merci Romain de me donner la parole. Donc moi, je suis Simon Mériot et je travaille pour la fondation MAVA, qui est une fondation familiale, une fondation privée. Je pense que c'est important aussi de voir que tous les bailleurs ne rentrent pas dans les mêmes catégories et qu'on a des marges de manœuvre qui sont aussi différentes. Alors nous, à la MAVA, on travaille avec les OSC comme avec d'autres acteurs. Pour nous, les OSC, c'est un acteur parmi d'autres. On travaille aussi avec des bingos, des grosses ONG, avec des organismes multilatéraux, bilatéraux, régionaux. On travaille avec des universités. Donc voilà, on a plutôt tendance à considérer déjà nos priorités de conservation, puisqu'on travaille dans la conservation de la nature, à voir qu'est-ce qui fait sens pour nous d'adresser comme problème et à partir de là, de voir quels sont les acteurs qui sont légitimes pour intervenir sur ce sujet. En essayant de les prendre tous, de les considérer comme un écosystème d'acteurs et de voir ceux qui méritent, entre guillemets, d'être financés pour faire telle ou telle action, mais de les considérer globalement dans cet écosystème. Je rejoins ce qu'ont dit mes collègues là concernant le fait que pour nous, les OSC, elles ont cette particularité quand même d'être ancrées dans le réel, d'avoir une connaissance fine des problématiques sur le terrain, puisqu'elles sont en général, elles vivent sur le terrain, donc elles ressentent les évolutions, notamment quand on travaille sur l'évolution de la nature et de la biodiversité. Donc elles sont au courant de ce qui se passe, elles voient les changements en temps réel et elles sont plus à même de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, elles ont cette capacité de réaction qui est en général beaucoup plus importante que des acteurs étatiques, notamment. Après, je rejoins aussi ce que dit Nicolas, il ne faut pas sanctuariser ou
ou avoir une vision un peu angélique des OSC. Il y a, voilà, il y a tout type d'OSC. Derrière les OSC, il y a des gens, il y a des personnes. Et c'est ça qui est important aussi de considérer, c'est que très souvent, les relations entre un bailleur et une organisation, une OSC, ce sont aussi des relations interpersonnelles. Et que derrière les postes, il y a des gens. Et que nous, en tant que bailleurs, depuis voilà, plusieurs décennies qu'on travaille, notamment en Afrique, on a tendance à parier sur des personnes, à miser sur des champions, parce qu'il y a des gens qui portent une vision, qui portent un dynamisme, un engagement et qui méritent d'être soutenus. Et donc, voilà, ça nous est arrivé aussi de financer des personnes au travers de l'organisation, mais de suivre aussi, de financer les organisations en fonction de l'évolution de la personne, qui pouvait changer d'organisation en fonction de sa carrière. Et je pense que c'est important aussi de souligner le fait que derrière les organisations, il y a des personnes et c'est ça qu'il faut considérer. Merci beaucoup, Simon. Je vais repasser la parole, on va repartir dans l'autre sens. Par exemple avec Sylvanie, pour faire dans le désordre. On a évoqué le fait qu'il ne fallait pas faire d'angélisme, et ça, je trouve ça très, très bien qu'on aille directement quand même sur la réalité, notamment de la variété des OSC et de leur éventuel d'ailleurs souci de représentativité. Nicolas a bien dit, les OSC, ce n'est pas toutes les communautés, ce n'est pas tout le monde, et ils ne sont pas les représentants, ils ne sont d'ailleurs pas élus, etc. Donc, ça pose un certain nombre de soucis. Et puis ensuite, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir des soucis techniques à travailler avec eux. Avant qu'on aborde la dernière phase qui sera comment justement les perspectives pour améliorer le financement de ces OSC, toi, en tant que praticienne, quelles difficultés principales tu veux lister dans la relation d'un bailleur là, institutionnel, donc pas comme un bailleur privé comme Simon, mais comme un bailleur institutionnel. C'est quoi les risques? Quelles sont vos appréhensions, vos inquiétudes quand vous entrez en relation avec des OSC, des relations financières? Bon, nous, évidemment, il y a des risques. Bon, je ne sais même pas si on peut parler de risques financiers parce que nous, nos procédures à l'Union européenne sont tellement rigides et très, très lourdes. Donc, finalement, ces risques peuvent être limités. Donc, ça sera peut-être dans une deuxième partie. Mais les difficultés pour engager ce dialogue et construire avec les ONG, avec les OSC, c'est qu'on se retrouve aussi bloqué par cette même administration. Donc, et nos procédures. Donc, on arrive et on a du mal à pouvoir écouter tout le monde et faire le tri entre les organisations qui sont un petit peu perdues et qui recherchent des financements et qui ne sont pas porteurs de messages ou d'implications comme ça a été souligné. Et disons que sur les 100 organisations qui vont venir nous voir, il y en a peut-être 10 qui valent le coup. Et après, nous, notre grosse machine, on n'arrive pas forcément à les identifier, à travailler avec eux. Je suis d'accord sur le fait que tout passe par des relations personnelles et c'est souvent comme ça que nous commence à notre niveau, à mon niveau, à travailler. Mais ensuite, on peut être bloqué par nos procédures de bailleurs très institutionnelles. Et là c'est notre défi, même nous, en interne, d'identifier ceux qui valent le coup d'appuyer et après, comment on va réussir à travailler avec eux. Ça, c'est encore une autre question. Donc, voilà pour la contribution. Merci, Sylvanie. Sophie, dans votre travail, pareil, donc on a bien vu qu'il y a ce problème d'identification des acteurs qui sont les plus pertinents, enfin des OSC qui sont les plus pertinentes, qui ont une vision, qui ont éventuellement une analyse politique des choses. Sylvanie vient d'évoquer le fait qu'une fois qu'on a identifié des acteurs, ça reste encore compliqué parce qu'il peut y avoir des problèmes procéduraux quand on est un institutionnel. De votre côté, qui êtes sans doute un peu plus flexible, quelles sont les principales difficultés que tu vois dans l'établissement de relations financières avec des OSC, principaux risques encourus ou les principaux barrages, de quelque nature que ce soit, si possible, donc tu vois, par ordre d'importance, hein, qu'est-ce qui te semble le plus important, le plus critique, et puis ensuite un peu moins important?
Ben, en fait, je suis d'accord que déjà, ça dépend beaucoup des individus. Les OSC peuvent être à différents niveaux de développement. Donc ça peut être un défi. Quand on travaille avec une OSC qui est déjà bien établie, c'est beaucoup plus facile au niveau des procédures, etc. Donc ça peut être un défi. Je pense qu'il y a aussi un autre défi qui n'a pas forcément été mentionné, c'est dans quel environnement travaillent ces OSC. Et il peut y avoir des problèmes de corruption, etc., d'instabilité politique, etc. Et je pense que ça, au niveau des financements aussi, l'idée, c'est que quand on offre un financement, on mesure le risque. Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce qu'on ne prend pas le risque? Donc ça, c'est toute une analyse qu'on fait, nous aussi, à notre niveau. Il faut bien comprendre le contexte et tout pour pouvoir mieux accompagner les OSC. Donc, je pense que les défis sont vraiment à plusieurs niveaux. Je crois que la vraie question, c'est est-ce que j'accepte de prendre le risque le connaissant ou est-ce que j'accepte pas? Et si j'accepte pas, est-ce que je peux faire quelque chose pour réduire ce risque? Je pense que c'est vraiment ça notre approche. Donc, il y a ça. Il y a un autre aspect qui est que Sylvanie parlait de ces procédures un petit peu carrées qui les empêchent des fois d'être un peu flexibles. Je pense aussi souvent, quand on offre un financement, parfois il y a une attente de résultat. Puisqu'il faut rendre des comptes, d'accord? Donc, et il y a certaines OSC, malgré le fait qu'elles fassent un travail formidable, n'arrivent pas à communiquer sur leurs résultats. Donc il y a aussi des défis à ce niveau-là. Et je pense qu'aussi, voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut accompagner, ou alors le donateur peut considérer ça et dire, OK, est-ce que malgré tout ça, on peut travailler ensemble. Donc, je pense qu'il y a plein d'aspects autour de ça, qui est au niveau de la décision de pourquoi financer et connaissant les défis, comment on peut travailler autour de ça. Voilà. Merci Sophie. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes. Donc, je vais retourner vers Nicolas et puis Simon pour déjà glisser un peu de cette question des difficultés vers la question des propositions, des recommandations. Alors, juste pour rester encore un petit peu sur les difficultés et pour parler le plus directement possible, je voulais savoir si Nicolas, tu avais une sorte de contre-exemple, c'est-à-dire un exemple où ça n'a pas marché comme vous le pensiez. Vous avez financé une OSC, soit parce que, enfin, et où il y a eu un problème, vous avez rencontré un problème, vous n'aviez pas fait le bon diagnostic, ou l'OSC a vu trop grand et elle n'a pas réussi à absorber, ou enfin, essayons d'avoir un cas concret de difficulté que vous avez rencontré, et comme ça peut permettre éventuellement d'en tirer des leçons pour aller vers voilà comment on a modifié nos pratiques, on a tiré les leçons de cette difficulté, voire de cet échec, et on a modifié nos pratiques, ce qui nous emmènera sur la dernière partie de notre tour de table, qui est comment faire évoluer cette relation donateur-OSC pour plus d'efficacité. Nicolas. Oui, merci Romain, parmi les contre-exemples que j'ai en tête, nous, ça nous arrivait parfois d'essayer de pousser pour qu'il y ait des consortiums d'OSC qui se fassent. En fait, la réflexion derrière, c'était de dire, finalement, on va avoir des difficultés à intervenir à l'échelle d'un territoire global sans associer plusieurs OSC, plusieurs partenaires. Donc, formons un consortium de ces OSC. Et finalement, on se retrouve dans la difficulté où ces OSC ne se comprennent pas forcément, n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes visions du développement ou du territoire. Et donc là, en fait, on a voulu mettre un peu la charrue avant les bœufs. Et donc, on se retrouve face à une situation où on veut monter des consortiums. Finalement, la relation entre les deux ne fonctionne pas. Et donc, il y a un partenariat qui ne se fait pas parce qu'il y a une relation de confiance entre les deux OSC qui n'est pas réelle, en fait. Et alors qu'au départ, quand on monte le projet, on imagine, nous, bailleurs, que c'est une bonne idée. Et en fait, dans les faits, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment le côté, relation de confiance qui, encore une fois, il faut arriver à créer. Et pour ça, je pense que nous, bailleurs de fonds, on a toujours des difficultés pour faire un bon diagnostic, faire une bonne analyse
des enjeux, et notamment, encore une fois, des enjeux politiques pour éviter de se tromper, justement, pousser pour des actions qui ne seraient pas naturelles entre partenaires sur le terrain. Ok, super. Est-ce que les leçons que vous en avez tirées, tu es revenu assez fréquemment sur cette idée d'avoir un bon diagnostic initial des acteurs, etc. Comment justement vous-même vous traitez ça, alors sans entrer trop dans tous les détails de la procédure, du fonctionnement PPI, etc. Parce qu'on n'aura pas le temps, il nous reste, comme je disais, une dizaine de minutes. Mais juste, c'est quoi l'orientation que vous avez adoptée pour résoudre cette difficulté d'avoir ce bon diagnostic initial qui détermine ensuite évidemment l'efficacité du financement? Alors, on essaye toujours de s'améliorer et je pense qu'on peut s'améliorer là-dessus, mais nous, ce qu'on essaye de faire au PPI, enfin, je ne vais pas trop parler du PPI, mais en tout cas, la vision qu'on a, c'est d'essayer d'accompagner au maximum les acteurs au moment du montage des projets pour que justement, il y ait ces questions qui ressortent et qu'elles puissent être clairement identifiées. Alors, nous, c'est des montages de projets, globalement, on met à peu près 3 à 4 mois. On a un assistant technique qui va rencontrer les OSC sur place, sur le terrain, qui essaye d'identifier avec elle quels sont les problèmes d'environnement, qui essaye d'avoir une analyse justement de ce jeu d'acteurs. Alors malheureusement, c'est jamais suffisant parce qu'en fait, les temps de projet, les temps de financement sont toujours trop courts malheureusement, et donc l'analyse est, à mon sens, jamais assez poussée, mais quand même, on essaye de la faire autant qu'on peut. Et donc voilà, la limite et la contrainte, c'est effectivement ça, c'est la durée, nous, de nos propres financements au niveau des programmes, pour ensuite redescendre à l'échelle des projets. Et prendre du temps pour bien comprendre ce qui se passe, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, on essaie de le faire malgré tout avec un accompagnement dès le montage des projets. Ok, merci Nicolas. Simon, un peu la même question que je viens de poser à Nicolas, partant d'un contre-exemple d'une difficulté que vous avez rencontrée, pour aller ensuite vers les leçons que vous en avez tirées et vers l'évolution de vos propres stratégies, même tactiques de relations avec les OSC. Alors, des contre-exemples, j'en ai plein, mais je dirais que ça fait partie du jeu. Enfin, moi, j'aborde la question du mécénat un peu comme un pari. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on pariait sur des personnes parce qu'on croit en leur capacité à porter des projets, à s'investir, à porter des décisions au niveau local, etc. Donc, après, on peut être très déçu et se rendre compte que on s'est trompé. Et voilà, mais ça fait partie du jeu. Encore une fois, nous, on est une fondation privée, donc ça ne porte pas à conséquence, comme ça peut le porter avec des financeurs publics qui doivent justifier de la bonne utilisation de leurs fonds publics. Mais ça fait partie du jeu de bailleurs de faire des paris. Donc voilà, moi, je rejoins tout à fait Nicolas en disant que nous, ce qui nous importe, c'est une bonne connaissance. On entre dans une relation personnelle avec les gens et on apprend à les connaître. Moi, je suis le manager développement organisationnel parce que la MAVA non seulement finance des projets, mais investit aussi beaucoup sur le développement organisationnel de ses partenaires. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là seulement pour donner de l'argent pour la mise en œuvre d'activités de conservation, mais on travaille avec les partenaires pour améliorer leurs capacités de résilience, leurs compétences, etc., pour être sûr qu'elles puissent avoir plus d'impact sur le terrain et puis aussi qu'elles puissent diversifier leurs sources de financement, puisque nous, on a un enjeu propre à la MAVA qui est qu'on arrête nos activités dans 2 ans, ce qui a des réelles implications en termes de dépendance vis-à-vis de certains partenaires. Donc, une des recommandations que je dirais, c'est pour les bailleurs de ne pas aborder uniquement les financements sous l'angle de la mise en œuvre de projets sur le terrain, mais aussi de s'intéresser réellement aux partenaires, à leurs compétences, à leur mode de fonctionnement, à leurs difficultés. Ce qui veut dire aussi, ce qui implique une relation de confiance, mais d'honnêteté entre le bailleur et ses partenaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au bailleur de ne pas assez s'intéresser aux réalités de terrain des partenaires si les partenaires ne s'ouvrent pas suffisamment, ne sont pas suffisamment francs ou honnêtes dans ce qu'ils font remonter auprès des bailleurs. Voilà, c'est une relation qu'il faut arriver à construire, qui n'est pas évidente, qui prend du temps. Et ça, c'est aussi un message que je voudrais faire passer, c'est que les bonnes relations entre les organisations, elles se font pas en un an, elles se font sur
plusieurs années et ça veut dire pour les bailleurs accepter de financer les mêmes organisations sur la durée. Excusez-moi. Il y avait les enjeux de diagnostic et le temps nécessaire pour les diagnostics, mais visiblement ensuite il faut du temps même pendant l'accompagnement pour que la confiance s'instaure et puis qu'on puisse continuer dans le temps. Sophie, on est sur cette dernière partie de notre discussion avant les questions, donc sur les parties recommandations, un peu perspective, comment faire évoluer cette relation entre donateurs et OSC. Là, pour l'instant, vous avez les uns et les autres dit comment vous fonctionniez. Est-ce que tu vois des choses que, par exemple, tu aimerais changer, voir changer dans votre fonctionnement à vous, en tant que donateur ou avec d'autres donateurs, dans 3 ans, dans 5 ans, si jamais c'était possible, comment tu verrais l'évolution de votre propre pratique? Ok, je crois que là-dessus, je peux rebondir sur ce qu'a dit Simon et le fait qu'on a besoin de temps aussi quand on accompagne ou quand on soutient une OSC. Donc, ce qui est un petit peu difficile à l'heure actuelle, c'est d'engager des donateurs ou des bailleurs de fonds sur le long terme. Et je pense qu'il faut arriver à changer les mentalités et à montrer que, OK, on n'aura peut-être pas des résultats sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que souvent, ce sont les durées des subventions, mais qu'il faut parier sur l'avenir aussi. Alors, je pense que ça, c'est vraiment un changement de mentalité. On essaye de travailler beaucoup dessus. On y arrive sur certains aspects, mais pas sur tout. Et c'est clair que les relations de confiance sont essentielles. Bon, Simon parlait aussi d'honnêteté, bien sûr, ça va de soi. Je pense que là-dessus, c'est très important de changer un petit peu les mentalités. Au niveau des autres aspects, donc Nicolas, tu avais parlé d'un contre-exemple avec des collaborations. Pourtant, je continue à croire que les collaborations peuvent changer beaucoup de choses. Alors après, voilà, ça marche pas. Mais durant une autre discussion, plutôt cette semaine, on parlait beaucoup de l'importance du réseautage. Et je pense que, en fait, ce réseautage, il doit pas non seulement se faire au niveau des OSC, mais il doit se faire au niveau des bailleurs de fonds. Et je crois qu'il n'y a pas assez de collaboration entre les bailleurs de fonds à l'heure actuelle. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. S'il y avait un petit peu plus de collaboration, peut-être qu'on pourrait coordonner un petit peu mieux le soutien qu'on apporte et sur du long terme. Voilà. Merci, très, très intéressant en effet de balayer devant sa porte aussi, en tant que donateur. Sylvanie, pareil, vous êtes en pleine, sans parler trop boutique, mais bon, l'UE est en pleine définition d'un nouveau cycle de financement, d'un nouveau cadre de financement, etc. Donc, c'est sans doute la bonne période pour se poser des questions sur les priorités et les nouvelles façons de faire. Comment, toi, si tu avais une baguette magique, tu aimerais modifier à la fois l'approche stratégique, mais peut-être aussi tactique, voire procédurale de l'Union européenne dans sa relation avec les OSC dans les régions que tu connais? Nous, à l'Union européenne, on a cette obligation, on a cette checklist où on doit rencontrer, bien sûr le gouvernement, les organisations de la société civile et le secteur privé. Et on se rend compte qu'en interne, on est toujours à courir et on n'arrive pas, à mon niveau qui est l'interlocution avec avec les opérateurs sur le terrain, on n'arrive pas à imposer à notre hiérarchie, à notre travail préparatoire du temps à passer, à faire les diagnostics, à rencontrer, à écouter les organisations de terrain. On vient de passer une première phase de pré-programmation. On a essayé, on a soulevé plusieurs fois le point. Prenons du temps avec nos partenaires. On n'a pas eu le temps. Alors ça s'est résumé à une réunion, très rapide où on a présenté comme ça les grandes orientations et du coup, je pense que nos partenaires sont frustrés. Nous, au niveau technique, on est frustrés. Alors effectivement, on a rempli notre checklist, mais on n'a pas du tout atteint l'objectif.
alors c'est comment on va arriver à s'améliorer. Comment nous, en amont, on arrive à prendre du temps, même avant que les exercices commencent, à écouter nos partenaires, et du coup, moi, quand je discute avec eux, je les invite à venir nous voir, à parler, à pas hésiter à nous parler, pas parler, financement, pas parler projet, mais parler vision pour que, déjà, on ait déjà un peu leur feedback, leurs envies, leur diagnostic pour qu'après, quand on nous met, du jour au lendemain à préparer quelque chose, on ait au moins ce sentiment d'avoir déjà travaillé en amont avec nos partenaires. Et moi, c'est ce que j'aimerais changer et j'espère qu'à partir de donc là, on a fait la pré-programmation et j'en discutais avec mon collègue qui est plus, avec ces programmes de société civile. C'est comment on va arriver, à dynamiser en interne cette relation avec nos partenaires pour la programmation, post-2020. Mais voilà, c'est pas gagné. On est une grosse machine et du coup, pour faire, changer, cette dynamique, c'est pas évident, mais on s'y attache. Ok, merci Sylvanie. Alors, voilà, ça fait à peu près une quarantaine de minutes que nous parlons un petit peu tout seuls, là, entre nous quatre, nous cinq. Donc, on va essayer d'ouvrir aux questions. Il reste à peu près une vingtaine de minutes. Alors, il y a pas mal de commentaires qui ont été faits sur le chat, mais pas toujours avec des questions formellement. Donc, ce que je propose, c'est déjà d'essayer de vous poser une question inspirée par ce que j'ai lu sur le chat, et puis ensuite, peut-être, mais comment Mireille et Guillaume peut-être aussi reprendront, peut-être m'aideront un petit peu sur comment on peut prendre les questions directement depuis le public. Mais une des deux questions qui reviennent assez régulièrement dans le chat, il me semble-t-il. La première, c'est, vous avez mentionné le fait que c'est du réseautage et que c'est de l'interpersonnel. Alors, du coup, il y a un certain nombre d'OSC qui disent, oui, ben justement, souvent, on a l'impression que les bailleurs, ils ont une shortlist de gens qu'ils connaissent déjà, et on a du mal à se glisser dans la shortlist, c'est-à-dire que comment on peut apparaître sur leur radar, comment on peut se faire connaître, surtout quand les gens sont loin, basés loin, et que parfois ils viennent en mission sur le terrain pendant 15 jours, et en 15 jours, si on les rate, après, il faut attendre de nouveau un an avant qu'ils reviennent dans le pays, quoi. Donc, c'est compliqué. Comment on peut apparaître? Alors, il y a l'UE a la chance d'avoir des délégations permanentes, donc là, c'est un peu plus facile de les rencontrer, mais ce n'est pas le cas de tous les donateurs qui, souvent, sont basés à l'extérieur. Donc ça, c'est une première question que beaucoup d'OSC posent en disant, OK, nous, on voudrait bien essayer de se montrer, mais comment on fait? Deuxième question, intéressante également, me semble-t-il, c'est celle de la distinction, et vous avez beaucoup parlé du temps long, et là je suis complètement d'accord, mais la tyrannie du mode projet, qui lui en règle générale est en temps court, fait qu'on finance, enfin le donateur finance beaucoup sur la base de livrables, mais que les OSC disent oui, mais comment on fait avec les fonctionnements, avec les coûts de fonctionnement? Dans un projet, on n'arrive jamais à faire financer la location d'un bureau, éventuellement le salaire du comptable. Alors, il faut le segmenter, le saucissonner entre 2 ou 3 projets, si on arrive à avoir 2 ou 3 projets. Mais si on n'a qu'un seul projet, il est rare qu'un donateur accepte de payer 100% de tel ou tel poste de support, et non pas de poste directement lié à un livrable. Donc, cette question des frais de fonctionnement des OSC, comment vous la traitez? Donc voilà, deux questions qui viennent un petit peu du chat. Apparaître sur vos radars et frais de fonctionnement. Je ne sais pas, on peut commencer par Sophie, puis Simon, et puis ensuite Nicolas, Sylvanie. Sophie. Merci Romain. Oui, alors concernant les frais de fonctionnement, nous, on offre des subventions qui peuvent soutenir ça tout à fait. Et en fait, je pense que c'est essentiel. Parce que si une organisation ne peut pas fonctionner, je ne vois pas comment elle peut délivrer quoi que ce soit. Je crois qu'on va prendre un exemple assez récent, qui est la crise du Covid-19. Et donc, au cours des derniers mois, j'ai été beaucoup en relation avec nos partenaires en RDC, au Cameroun, et on a essayé d'identifier avec eux vraiment les besoins urgents. Je crois que... Et il y avait beaucoup de besoins en termes de coûts internes.
forcément. Donc on a, enfin, moi j'ai beaucoup discuté avec mes donateurs et on a pu délivrer des subventions pour couvrir ça. Je pense que c'est essentiel. Si vous ne pouvez pas couvrir des frais de fonctionnement, je vois pas comment ça peut marcher. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on essaye de changer au niveau des donateurs qu'on connaît, de leur faire comprendre qu'on ne peut pas ne financer que des livrables, quoi. Donc voilà. Sur l'autre question, Romain, rappelle-moi, la première question était… C'était comment apparaître sur votre radar oui. une OSC qui peut être nouvelle ou pas nouvelle. Ouais. Je me rends compte qu'elle est toujours à côté. C'est toujours les mêmes qui sont financées et elle n'arrive pas à se faire voir. Donc, comment ça fonctionne? Mais brièvement, hein, parce qu'il y a déjà eu des interventions, je crois, sur le réseautage et tout ça. Donc j'ai peut-être pas la réponse là-dessus. L'approche qu'on a, c'est d'avoir des consultants qui sont basés dans le pays et qui travaillent avec beaucoup d'OSC et donc qui nous informent, et on peut connaître les nouvelles OSC. D'accord. Ok, donc il y a des interfaces, des proxys. Oui. Ok. Simon? Alors, tout à fait d'accord avec Sophie sur le fait que le Covid, enfin la crise du Covid a montré que les OSC ont besoin de fonctionnement, de corps support pour survivre. Et je pense que la période est justement favorable à ce que les bailleurs comprennent ça peut-être plus qu'avant, c'est-à-dire, comme l'a dit Sophie, les bailleurs ont accepté de financer la survie des ONG, alors que les ONG, pendant cette crise, pendant le confinement, ne pouvaient plus mettre en œuvre les activités sur le terrain. Donc, quelque part, je pense que petit à petit, les bailleurs sont prêts à comprendre que, bah oui, en fait, les ONG, il faut de l'argent pour qu'elles travaillent, elles mettent en œuvre les activités sur le terrain, mais il faut aussi de l'argent pour qu'elles fonctionnent bien, qu'elles puissent se préparer justement à ce type d'événement, qu'elles puissent se former, qu'elles puissent communiquer, etc., etc. Donc, nous, on est des fervents défenseurs de l'investissement en corps support. Et je pense qu'il faut aussi que les ONG fassent peut-être un peu plus de plaidoyer auprès des bailleurs pour dire ne financez pas seulement du projet, mais financez aussi du fonctionnement du corps support. Et puis pour revenir à la première question, moi je pense qu'il faut faire le distinguo entre les bailleurs qui sont ouverts à ce que vous les contactiez directement. Les bailleurs, il faut regarder sur le site internet des bailleurs. Il y a des bailleurs qui ont des équipes et ces équipes sont là justement pour interagir avec les partenaires ou les futurs financés. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Moi, je suis surpris de voir que c'est très rare que des potentielles ONG m'appellent, par exemple, alors que c'est facile soit de m'appeler, soit de m'envoyer un mail. Les bailleurs qui ont des équipes, les équipes sont là pour interagir avec les potentiels bénéficiaires. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de rentrer directement en contact avec ces bailleurs-là. Après, les bailleurs qui ne souhaitent pas avoir de relation directe, ben, en fait, quand vous allez sur le site, vous voyez très bien qu'ils ne sont pas ouverts à avoir ce type de relation. Donc, voilà, c'est assez clair. Mais tant que possible, essayez de construire une relation directe interpersonnelle. Tu mentionnais, Romain, que l'Union européenne a des délégations dans les pays. Ben, je pense que ça vaut toujours la peine, quand c'est possible, d'aller rencontrer les agents de l'UE qui sont dans ces délégations pour construire une relation interpersonnelle. Pour un bailleur, c'est toujours beaucoup plus facile de comprendre les gens et de comprendre un dossier quand on a rencontré une personne et qu'on a discuté avec cette personne. Et on peut mettre un visage sur un dossier et ça, c'est très important. Je pense que quand on peut le faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis l'autre conseil, je dirais, c'est de… Donc ça, c'est peut-être une stratégie pour… on a un musicien qui est apparu soudainement. Voilà, c'est pour rentrer en contact avec des bailleurs, pour apparaître rentrer dans le radar. C'est justement ce que j'allais dire. Il faut aussi soigner sa communication et investir sur le fait de faire remonter les informations de terrain, d'arriver à mesurer ses impacts sur le terrain et les communiquer au plus grand nombre pour montrer ce qu'on est capable de faire. Ok, Nicolas et Sylvanie, pour clôturer cette question, ou l'une ou l'autre, soit sur les frais de fonctionnement, la proportion, est-ce que c'est une question de ratio, est-ce que parfois il y en a trop ou il n'y en a pas assez, ou apparaître sur les radars. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux deux questions, comme ça après on peut essayer d'ouvrir pour d'autres questions.
Oui, mais Nicolas. moi, je crois que en fait, ça a déjà été répondu. Effectivement, je pense que ce qui compte, c'est encore une fois, c'est les relations de personnes pour se faire connaître. Sur la partie des frais de fonctionnement, nous, en tout cas, on le fait. Alors, c'est toujours pareil, jusqu'à combien on met, on n'a pas vraiment de limite maximum, mais on considère que de l'ordre d'un financement qui peut monter jusqu'à 20-30% pour payer des frais de fonctionnement, de notre point de vue, en tout cas, c'est tout à fait envisageable. Donc c'est ce qu'on fait déjà et on va essayer de continuer à le faire. Donc voilà, je pense qu'effectivement, Ok. il faut que les organisations fassent aussi leur plaidoyer pour sensibiliser les bailleurs à cette question-là. Ok. Sylvanie, sur l'une ou l'autre des deux questions qu'on a mentionnées. Rapidement, moi j'invite les partenaires à venir me rencontrer, mais à venir me parler de leur vision, de leurs projets, de leurs résultats et même pourquoi pas d'aller sur le terrain avec eux pour bien comprendre les enjeux et leurs activités. Et puis nous, à l'Union européenne, nos frais de fonctionnement sont bien normés, donc que ce soit des coûts indirects pour appuyer et les coûts directs au projet. Voilà. Ok. Alors, Guillaume, Mireille, comment vous procédez d'habitude pour prendre des questions directes hors chat? Alors, on va demander aux gens de lever la main. Quand ils cliquent sur la liste participants, vous pouvez lever la main et on verra votre main. Et en attendant qu'ils lèvent leurs mains, donc j'ai vu un commentaire dans les chats qui disait pour moi, beaucoup d'OSC visent leurs propres intérêts que ceux des populations ou des communautés pour lesquelles elles militent. C'est ça les grands problèmes. Donc, il y a ce commentaire-là. Et moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur ce côté frais de fonctionnement, en fait, et les problèmes que ça génère. Pendant qu'on est en train d'identifier qui lève la main. Et dans mon expérience aussi, en accompagnant les organisations de la société civile, c'est là où se trouve le problème. C'est aussi pour ça que cette journée est dédiée au modèle de financement et toutes ces questions autour de l'argent. Et bien, le fait qu'il n'y a pas clairement une sorte d'ouverture sur ces frais de fonctionnement, ce que font la plupart d'OSC, c'est du coup de bidouiller les budgets pour essayer de les glisser je ne sais pas comment et mettre en place parfois des mécanismes qui sont intéressants d'un côté en fait et qui sont à interroger quand même. J'avais vu une organisation qui, pour couvrir en fait les salaires, parce qu'il y a des bailleurs qui vont accepter de couvrir certains postes et pas d'autres. Donc, et du coup, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils vont couvrir ces postes qui est accepté avec un certain montant, parfois c'est aussi limité. Mais en fait, il va y avoir des reversements des salaires de ces postes-là dans un pot commun pour pouvoir couvrir des salaires non couverts. Donc, c'est impressionnant parce que du coup, à la fois, c'est intéressant parce que ça montre un peu cette solidarité qu'il peut y avoir au niveau de l'OSC, mais c'est aussi sujet à beaucoup de portes ouvertes qu'on ne sait pas où ça va, en fait. Donc, juste pour dire comment cette problématique, parce que ces coûts, ils ne sont pas généralement acceptés. Et pire encore, c'est si tu dis, c'est pour suivre une formation ou je ne sais pas moi quoi. Donc voilà, c'est cette question de fonctionnement et des coûts liés aux personnes, des coûts liés au fonctionnement, comme on peut les avoir dans d'autres organisations ONG internationales. Et c'est à questionner vraiment, et du coup, qu'est-ce que ça génère derrière? L'opacité sur la gestion financière des OSC. Même nous, dans notre accompagnement, on voit très peu d'ouverture sur cette question. Parfois, avant qu'une organisation nous s'ouvre aussi sur ce sujet-là avec nous, c'est que ça a pris 3 ans d'accompagnement. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a les mains levées? Josué. Il y a Josué qui a levé la main. Ok, merci beaucoup. Je suis Josué de la RDC, je travaille pour Congo Basin Conservation Society. La question que je voulais poser, c'est au niveau des stratégies sur l'assouplement des procédures d'octroi des fonds aux organisations de la société civile. Nous avons apprécié la souplesse des pays qui accompagnent, on soumet un projet, au moins on date quelqu'un qui a accompagné le processus jusqu'à l'obtention des financements. Il y a plusieurs situations que nous avons vues
vous soumettez un dossier, pas d'accompagnement, mais juste recevoir le mail, c'est rejeté. Bon, vous restez dans l'embarras. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au niveau des bailleurs des fonds, au niveau du Nord, de définir des stratégies ensemble pour que vous ayez quand même une ligne, vous tous ensemble, afin de voir comment relever ensemble ces défis liés à ces barrières-là d'octroi de financement à travers les procédures et l'assouplissement des mesures qui permettraient l'accès à avoir ces fonds. Voilà un peu. Oui. En tout cas, merci Josué. J'ai retenu en effet cette idée d'homogénéisation ou de convergence, on va dire, des procédures entre bailleurs, ce qui rejoint ce que Sophie à un moment a évoqué, qui est un meilleur aussi réseautage des bailleurs entre eux sur le financement des OSC. Je pense que c'est très pertinent, c'est un très gros défi. Les bailleurs aiment bien dire aux autres de travailler de manière collective, mais eux, ensuite, c'est parfois un peu plus compliqué pour s'aligner entre eux. Mais bon, ça a été dit une fois et je pense que vous le rappelez et je pense que c'est pertinent. Est-ce qu'il y a une autre main levée? Oui, Émilie Atigaku. Merci, bonjour. Merci pour cette opportunité. Émile, pardon. Ouais, vas-y. Oui, bonjour. Merci pour cette opportunité. C'est notre première fois de participer et je pense que je n'ai pas regretté. Je reviens sur la question des frais de fonctionnement et puis l'appui institutionnel et organisationnel des OSC qui manquent aujourd'hui dans la plupart de nos projets et qui constituent un frein à l'autonomisation des OSC. La question, Émile, il nous reste que 5 minutes. La question, droit au but. OK. De quelle manière les OSC peuvent aujourd'hui arriver à inclure aussi les frais de fonctionnement et les appuis institutionnels organisationnels dans les stratégies de financement des partenaires? On prend peut-être d'autres questions, Romain, comme ça il va y avoir une réponse peut-être cumulée. Alors moi, je vois une réaction intéressante de Théodile qui dit si on homogénéise les procédures, est-ce que ça ne va pas homogénéiser le profil des OSC, ce que je trouve être intéressant, et en effet, il préconise d'avoir un écosystème qui reste varié. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a l'homogénéisation des procédures au sens un peu administratif du terme, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des bailleurs avec des dossiers extrêmement légers et puis d'autres bailleurs qui exigent des dossiers extrêmement longs. Et ça c'est purement procédure au sens administratif et financier du terme. Ensuite, on pourrait avoir une homogénéisation des priorités stratégiques. Ça, c'est pas je ne crois pas que ce soit ça qui soit dit. Il ne faut pas que d'un seul coup, tous les donateurs se mettent à vouloir financer la même chose, et auquel cas, ce serait évidemment les mêmes OSC qui seraient financés. Donc ça, je crois que ce n'est pas ce qui a été dit par les donateurs. Au contraire, il faut d'ailleurs probablement chercher une complémentarité et faire en sorte que la plupart des segments et des thématiques puissent être couvertes, et que quand un donateur est bien implanté sur une thématique, dans ce cas-là, il faut que les autres donateurs couvrent les autres thématiques et ou les autres géographies. Bon, en général, on raisonne souvent comme ça avec les thématiques d'un côté, les géographies de l'autre. Donc, bon, juste pour dire qu'en effet, il y a un enjeu un risque d'homogénéisation, tout le monde allant dans le même sens. On a parlé Covid, bon, ben, d'un seul coup, tout le monde doit mettre Covid-19 dans son proposal, quoi. Ça y est, c'est une sorte d'obligation, passage obligé, avec une homogénéisation qui vient derrière et qui est un peu ridicule. On a parlé des mots à la mode lundi, et là, on a un exemple. Donc, peut-être on peut faire un petit tour. Bon, sur la question des frais de fonctionnement, on l'a déjà abordé. En revanche, sur le renforcement des compétences des OSC, ça a été brièvement évoqué, par exemple par Nicolas, parce qu'ils font du coaching là-dessus. Bon, ouais, le Branded, évidemment, c'est un peu son cœur de métier. Peut-être un petit mot des donateurs sur comment vous accompagnez les OSC, pas seulement dans leur capacité à livrer un résultat, mais dans leur capacité à
se structurer elles-mêmes en interne, à devenir un peu plus efficaces et pourquoi pas d'ailleurs aussi en termes de gouvernance. La première question qui a été mentionnée, c'était la représentativité. Les OSC, parfois, elles ne représentent qu'elles-mêmes, elles ne représentent pas du tout des populations. Donc aussi, cette question de la représentativité, est-ce que vous avez parfois un travail avec vos partenaires sur ça pour les rendre un peu plus représentatifs, un peu plus légitimes, un peu plus efficaces en termes internes, et puis comment vous gérez cette question des priorités stratégiques pour éviter une homogénéisation. Donc Sophie avait commencé par dire que ce n'était pas Synchronicity qui déterminait les priorités, que c'était bien les demandeurs qui définissaient les priorités, mais je pense que pour moi, il n'est pas choquant qu'un donateur ait des priorités. Enfin, je veux dire, ça me semble logique. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un dialogue entre les priorités des uns et les priorités des autres. Comment vous organisez ce dialogue? Vous êtes obligé de répondre à toutes les questions. Si jamais vous voulez répondre à une des 3 questions que je viens de poser, c'est très bienvenu. Pareil, vous ouvrez votre micro parce que là, il reste 2 minutes. Il y a 2 minutes et il y avait la question de activiste, il est parti. Bon, il est parti. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a... Je vous propose, les panélistes, de juste prendre la parole, chacun, si vous avez envie, pour répondre à une question ou conclure. Conclure, ouais. Peut-être je prends la parole juste pour répondre à la question d'Émile. Pour moi, en tant que bailleur, je pense que c'est important d'aborder la question du renforcement organisationnel dans le projet. Et je pense que les bailleurs sont prêts à entendre les ONG sur leurs besoins organisationnels. Ce qui est important, c'est de motiver ces besoins organisationnels avec le projet qui serait financé et de montrer que la durabilité de l'ONG aussi dépend du renforcement de ses propres capacités. Un bailleur n'a pas intérêt à financer une organisation qui va s'écrouler dans 3 ans. Donc, il est ouvert à financer des choses qui vont permettre la durabilité de l'organisation. Encore une fois, je suis un fervent défenseur des discussions ouvertes, franches, honnêtes entre les bénéficiaires et les bailleurs. Merci beaucoup, Simon. Un des autres panélistes qui a envie de conclure, dire une réponse ou un mot de conclusion? Peut-être juste pour aller un peu dans le même sens, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais moi je pense que ce qui est important aussi à nous en tant que bailleurs, c'est de mettre en place des outils, des guichets, des moyens qui soient adaptés réellement aux besoins de toute la diversité des OSC. En fait, le problème de standardiser un peu le mode de financement, les procédures, etc., ça fait qu'on va avoir du mal à accompagner la montée en puissance des acteurs. Et donc, le renforcement de capacité, il est important aussi là-dessus. Il faut vraiment que les bailleurs puissent coller aux différents profils des OSC et pour ça, mettre en place des outils et des moyens qui soient adaptés aux besoins et essayer d'être le plus collé à la réalité et aux besoins du terrain et des OSC. Eh bien, Romain, on a dépassé 10 minutes. Alors, je vous dis au revoir à tous. N'oubliez pas que ça sera sur YouTube, que ça sera sur LinkedIn, etc. Donc, il y a possibilité de continuer les débats. Et merci aux panélistes et merci aux participants et au revoir à tous. Et pour vous dire, la session qui suit, la durabilité financière des organisations de la société civile, c'est une table ronde des praticiens en développement organisationnel de différents coins d'Afrique. Ah non, c'est la 3e. Donc, c'est la 3e session. Donc, suivez celle-là et elle se fera dans 2 heures. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour faire